à la retraite aujourd'hui, je suis émérite, comme l'on dit, mais je continue à avoir beaucoup d'activités. En particulier, je dirige la thèse de ma doctorante, Annelise Madinier, qui travaille justement sur la confrontation de la coutume, de l'ordre juridique coutumier, avec le droit républicain. Je vais revenir sur cette question, hein, on va longuement parler, mais c'est au cœur d'une réflexion qui n'est pas simple. Et même quand je parle d'ordre juridique coutumier, quand je dis que la coutume est un système de droit, eh bien de mes collègues disent non, la coutume c'est la coutume, etc. Il y a déjà une discussion, une controverse, des conflits quant au fait de savoir si la coutume c'est un ordre juridique, c'est-à-dire c'est un système de droit. Je suis de ceux qui pensent que la coutume est un système de droit complet. Malheureusement, tout le monde ne pense pas comme moi, et c'est ce qui empêche d'ailleurs que s'ouvre le dialogue entre les deux systèmes de droit. Si vous voulez qu'il y ait un dialogue entre deux personnes, il faut qu'on considère que les deux personnes sont égales. Donc il faut considérer que la coutume est un système de droit. Et ça, il y en a beaucoup qui disent ah non. Et alors, il y a les deux extrêmes. Il y a ceux qui disent oh, ne touchez pas la coutume. La coutume, c'est quelque chose de sacré. Non, surtout, n'en parlez pas et tout. La coutume, c'est des danses, c'est des dames qui baissent la tête, c'est des coutumes, etc. C'est du folklore, peut-être, alors, la coutume. C'est que des gestes, c'est que des attitudes, c'est que des disciplines de famille. Ce n'est pas vraiment du droit, alors. Et d'autres qui, au contraire, vont dire, oui, il y a du droit, mais c'est du droit qui est inférieur au droit de la République. C'est un droit qui doit se soumettre à la Constitution, à la loi, et puis même, pourquoi pas, à des actes de petit niveau, d'un conseil général. Parce qu'entre nous, qu'est-ce que c'est la Nouvelle-Calédonie? 280 000 habitants. C'est la moitié des Pyrénées-Orientales en population. Les ministres de la Nouvelle-Calédonie, ils ont à peu près autant de représentation qu'un conseiller général. Ils sont des ministres, bien sûr. Mais après, dans la réalité, quel droit va s'appliquer? Et la question, et c'est celle dont je discutais avec vous tout à l'heure, 40%, plus de 40% de la population de Nouvelle-Calédonie vit avec un statut civil particulier. Droit de la famille, etc. Plus du tiers des terres de la Nouvelle-Calédonie et dans certains endroits 100% des terres, comme à Lifou ou aux îles, c'est de la terre coutumière. Est-ce que ce n'est pas un problème dont il faut discuter, puisqu'on a une dualité, on a un dualisme de droit? Alors comment on vit là-dedans? Alors certains disent « Oh, mais la coutume, n'en parlons pas et tout. » Ah, un jour, ils deviendront comme nous. Hein. Un jour, ils seront aussi sauvages que nous. Et d'autres qui disent oui, mais on va transformer ce droit petit à petit, ils vont se civiliser, hein, ils vont devenir comme nous, etc. Voilà. Et c'est ces questions qui sont discutées aujourd'hui dans le cadre du programme. Ce programme n'est pas français, il est canadien. Et curieusement, le professeur Otis, Ghislain Otis, est à la tête d'un très gros programme canadien sur le dialogue que tous les autochtones peuvent aujourd'hui ouvrir entre eux. Alors il y a les autochtones du Canada, et en particulier du Nord-Canada, des autochtones en Afrique, mais bien souvent des pays indépendants ne reconnaissent pas, qui ont eu l'indépendance en 60-62, ne reconnaissent pas l'autochtonie de certains d'entre eux. C'est le cas le plus connu, c'est le Congo. Ou un autre cas, les Berbères d'Afrique du Nord, qui ne sont pas reconnus comme autochtones, alors que les Berbères, c'est ceux qui y étaient avant la conquête arabe.
Et alors, est-ce qu'on doit classer les Berbères comme un peuple autochtone? Ils veulent leur langue, ils veulent leur identité, ils ne se marient pas comme les Arabes. Leur islam est un islam qui s'est transformé au contact, etc. Donc, est-ce que le problème des autochtones, c'est pas partout dans le monde, quelque part? C'est pas une petite question. Et incontestablement, pour les Canadiens, le cas de Nouvelle-Calédonie, la question kanak est quelque chose qu'ils trouvent extraordinaire. D'abord par le poids démographique des Kanaks sur leur propre terre, par les accords de Nouméa dont on va parler, et par la vitalité du peuple kanak. Hein, le fait que les Kanaks sont attachés à leur identité. Et ils répondent évidemment, les Kanaks aujourd'hui, même les juristes le reconnaissent, à la définition qui est donnée d'un peuple autochtone. Oui, vous êtes un peuple autochtone. Alors la France dit, mais non, les autochtones, c'est dans les autres pays, c'est pas chez nous. Oui, on a signé bien sûr en 2007 la déclaration universelle pour les peuples autochtones. Mais c'est pour les autres. Chez nous, il n'y a pas d'autochtones. La meilleure des preuves, regardez. Les Kanaks ont les mêmes droits que les Français. Alors, eh bien, il n'y a plus d'autochtones, on est tous les mêmes et tout. Oui, mais le compte n'y est pas, et vous le savez. La situation sociale des Kanaks en Nouvelle-Calédonie montre tous les jours que ce pays n'est pas décolonisé. Et je dirais qu'il ne le sera pas, même s'il devient indépendant. Si on ne fait pas des progrès dans la reconnaissance de l'identité kanak. Et l'identité kanak, c'est d'abord une façon de vivre, une façon d'être, une façon d'aimer, une façon de se marier, une façon de partager les richesses qui n'est pas la même que chez nous. Et qui remet en cause d'ailleurs même l'idée de mondialisation selon laquelle on serait tous unis par le marché et la technologie. Mais non. Bien sûr, il y a le marché, bien sûr, la technologie, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, le marché dans le monde kanak, est-ce que ça existe vraiment tel que nous le concevons? Acheter et vendre comme nous le faisons nous, avec cette férocité qui fait qu'on détruit au passage la nature pour fabriquer des choses. Chez les Kanaks, la notion de vente, d'achat, elle existe peut-être, mais souvent j'ai trouvé, mais sans la connaître, hein, parce que je suis vierge par rapport au droit kanak, quelque chose de différent. Alors la question que l'on se pose, nous, dans le cadre de ce travail, c'est de savoir dans quelle mesure nous pouvons faire cohabiter ces deux mondes de droit et faire en sorte que le droit kanak, qu'on appelle coutume, mais vous allez voir que c'est discuté, ce mot même coutume est discuté, le droit kanak doit-il... Ah, ça c'est... Non, mais c'est moi qui ai dû faire une fausse manœuvre. Mais c'est pas grave, parce que en fait j'ai tout dans la tête, donc c'est pas... Peut-être il faut clic-clac. Voilà, parfait, ça va revenir. Donc, nous parlons par exemple de droit kanak, plus largement que de coutume, parce que le mot coutume, en fait, il a été utilisé lorsque la colonisation s'est développée pour éviter, en définitive, de reconnaître que c'était un véritable droit. Et donc, alors, nous avons eu d'ailleurs à Aix une discussion très très vive, plus que vive même, un peu violente, avec certains collègues qui, alors qu'Annelise démontrait qu'il n'y a pas d'essentialisme, que la coutume, c'est un droit vivant, et que la coutume est un système de droit, alors là, évidemment, les collègues, mais non, pas du tout, non, non. Mais eux n'ont aucun élément scientifique pour dire que ce n'est pas un système de droit, alors que nous avons. Nous savons bien que la coutume, c'est un système de droit. Parce que quand on est dans l'ordre juridique coutumier et kanak, eh bien, on sait bien que les choses s'organisent avec un droit qui n'est pas écrit, un droit qui commence parfois à l'être, un droit où il y a des traces d'écrits, etc., et un droit qui est vivant, qui évolue. Et on l'a vu avec la charte du peuple kanak. La charte du peuple kanak a voulu donner les bases, en définitive,
eh bien, qui sont les bases juridiques de la coutume. Et en montrant bien que la coutume n'est pas du tout des rites de gens sous-développés, etc. Mais c'est véritablement intériorisé par une population qui se sent kanak un système de droit. Alors qui va sur la famille, etc. Alors que ce système de droit a des problèmes, ça c'est sûr, mais tous les systèmes de droit ont des problèmes aujourd'hui. Regardez la loi qui n'est plus respectée. Quand il change tous les ans, est-ce que le système de droit occidental est mondialisé? Il est si. Tous les jours, on le change, tout, etc. Regardez le mot mariage. C'est le même mot qui désigne aujourd'hui une situation très différente, puisque le mariage pour tous, aujourd'hui, est reconnu, alors qu'il y a 3 ans, il ne l'était pas, etc. On voit bien que l'instabilité du droit occidental ne lui donne pas le droit de mépriser une coutume qui traverserait des difficultés. Parce qu'il y a des zones en Nouvelle-Calédonie où la coutume a du mal à être appliquée. Où elle n'est pas respectée, où elle n'est pas respectable parfois, parce qu'elle est peut-être mal dite, ou parce que les gens qui sont chargés de la dire, ou de la faire appliquer, mais nous n'avons pas, nous, à en juger, ont peut-être perdu leurs racines, leurs valeurs, etc. Mais en tout cas, l'idée du professeur Autif, c'est que en Nouvelle-Calédonie, un dialogue entre les deux droits doit s'ouvrir. Et si on parle de destin commun, eh bien, c'est ce dialogue qui doit s'ouvrir. Et la question, c'est comment rendre compatibles l'un avec l'autre, comment faire que le droit républicain, qui est plutôt sauvage, donc qui veut tout s'approprier, ne soit pas, en définitive, comment faire en sorte que ce droit ne soit pas totalitaire, et comment faire en sorte donc de faire évoluer au contraire la coutume pour la rendre compatible. Alors nous avons, nous, étudié évidemment ce qui se passe, et il faut revenir un petit peu, mais j'y vais très rapidement, n'ayez pas peur. Je voulais revenir rapidement aux accords de Nouméa, pour vous dire l'importance du droit kanak. Et ça, c'est des mots que vous devez retenir, parce qu'ils sont un petit peu voilà. Alors ça, ce sont les accords de Nouméa, ce n'est pas la loi organique, ce sont les accords qui ont été signés après les accords qui avaient été signés précédemment, donc par Chibaou et comment il s'appelle ? Et Lafleur, hein. Au bout de 10 ans, on vit ensemble, et comment on formalise tout ça? Alors, il y a des accords très durs, qui ont été très difficiles, et on a vu les accords de Nouméa. Alors, regardez ce qui est marqué à cet égard. Il faut que je le retrouve. Voilà. La colonisation a porté atteinte à la dignité du peuple kanak qu'elle a privée de son identité. D'accord? De grandes souffrances en sont résultées, etc. Alors regardez ce dernier morceau de phrase là. Restituer au peuple kanak son identité confisquée. Ça, c'est une obligation désormais de la loi française. Ce qui équivaut à lui reconnaître sa souveraineté. Alors si vous le lisez, vous dites sa souveraineté préalable, mais non. Entre souveraineté et préalable, il y a une virgule. Regardez, elle y est la virgule. C'est pas moi qui l'ai mis. Préalable à la fondation d'une nouvelle souveraineté. Ça veut dire qu'ici, vous avez votre souveraineté, et là, vous l'avez déjà perdue. Après la virgule. Partagée, parce que votre souveraineté est désormais partagée, dans ce que l'on appelle un destin commun, qui, vous le voyez, n'est pas défini. Très important aussi de montrer qu'en réalité, la contrepartie de la souveraineté partagée, c'est la reconnaissance de l'identité kanak. Mais qu'est-ce que c'est l'identité kanak? Eh bien, on va le voir. Ça aussi, vous devez l'avoir à l'esprit, pour voir que la rédaction n'est pas innocente. C'est un petit juriste français qui a pris la plume. Et quelle que soit la bonne volonté des Kanaks qui est autour de la table, je me rappelle qu'avec Octave,
Nous avions eu des mots très durs. Il me dit, mais tu m'accuses d'avoir trahi. J'ai dit non. Ne dites pas que... J'ai dit, celui qui a été trompé, c'est pas un traître. Il a été trompé, tu n'as pas vu la portée de ça. Alors, donc, voilà ce que l'on dit. Et après, on dit, mais comment faire? Et là, alors, comment faire? Une loi constitutionnelle que le gouvernement s'engage à préparer. Hein? Voilà comment on va construire le destin commun. Et alors on dit, mais l'identité, où elle est? Le corps électoral, voilà. Alors, on y est là. Alors, vous voyez déjà, certains Kanaks, le statut civil particulier, etc. Et déjà, lorsqu'on parle de votre identité, on parle de votre statut civil. Donc, on a tendance à réduire votre identité à ce statut civil qui a été construit par la République. Et donc, on a tendance à réduire la coutume au statut civil coutumier. Et c'est d'ailleurs ce que nous verrons tout à l'heure dans une seconde. Voilà. Droit et structure coutumière, voilà. Et surtout, le rôle des autorités coutumières dans la prévention sociale et la médiation sera reconnu, etc. Bon, les autorités coutumières peuvent être associées à l'élaboration de décisions des assemblées locales, à l'initiative des assemblées de province ou des communes. Vous voyez, regardez. Les autorités coutumières pourront être associées à l'élaboration des décisions. C'est pourront être associées, et non pas sont associées. Des décisions des assemblées à l'initiative des assemblées. Ces deux mots, c'est des mots de juristes, ça. Pourront, à l'initiative d'eux. Ça veut dire qu'en aucun cas, les autorités ne peuvent prendre l'initiative. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y en a des dizaines de choses comme ça. Qui, après qu'on se soit engagé loyalement autour d'une table, font qu'on détricote le droit du peuple kanak à faire valoir à la fois ses droits et son identité. Et après, je vais en finir. Le Conseil coutumier de la Nouvelle-Calédonie deviendra un Sénat coutumier, composé de 16 membres, etc. Mais après, vous allez voir, alors après, les noms de lieux, les objets culturels, etc., c'est important, les langues, tout ça, c'est important. Mais le plus important, c'est l'action politique. C'est l'action de développement, c'est les politiques publiques. C'est ça qui compte. Alors, l'identité, si on folklorise, si la coutume devient du folklore, on pourra avoir des drapeaux, on pourra avoir des langues et tout, etc. De toute façon, les petits, après, à l'école, ils apprendront l'anglais et le français. Bon. Donc, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Mais par contre, l'initiative politique, le fait que la loi ne peut pas être la loi comme vous le voulez, tant que vous n'avez pas l'accord du peuple kanak, ça, c'est autre chose. Et là, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, et voilà, alors, vous voyez, donc la terre, bon, alors la terre, est-ce qu'on va récupérer les terres qui ont été spoliées, etc. Les symboles, les institutions, voilà. Alors, on voit bien que, déjà, on a une sorte de constitution qui se met en place, c'est la constitution de Nouvelle-Calédonie. Hein? Et dans cette constitution, ce que l'on appelle le peuple kanak ne s'appelle plus le peuple kanak. Et je vais vous montrer comment il ne s'appelle plus le peuple kanak. Alors, tout d'abord, le mot kanak n'apparaît plus qu'une seule fois, et en tant qu'adjectif, le mot kanak n'apparaît plus dans la loi organique. Plus une seule fois. Il n'y a plus le mot identité kanak. Et surtout, vous avez ici le Sénat coutumier et les conseils coutumiers sont, et ça c'est clair, des institutions de la Nouvelle-Calédonie. Ce ne sont pas, et vous le savez bien sûr, des autorités coutumières. En aucun cas. Mais le mot autorité coutumière n'apparaît nulle part dans la loi organique. Donc,
ce qui dans la loi organique va représenter l'identité kanak, c'est le Sénat et les conseils coutumiers qui ne sont pas des autorités coutumières. Et plus largement, les autorités coutumières, les chefferies, n'apparaissent pas comme étant de véritables institutions. Ça reste une sorte de boîte noire. Hein, donc on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert et tout. En tout cas, on sait qu'il y a la coutume. Et on va aller plus loin, vous allez voir. Et puis j'en finis avec l'analyse juridique, parce que c'est assez embêtant. Hein. Donc pour aller beaucoup plus loin, on a, voilà. Le titre premier, vous n'avez pas la coutume, vous n'avez pas le droit kanak. Vous avez le statut civil coutumier et la propriété coutumière. On aurait pu mettre le système juridique kanak, on aurait pu mettre la coutume kanak, mais ni le mot kanak, ni le mot coutume n'apparaissent vraiment. Et là, le premier mot, c'est le premier mot qui tue. Les personnes dans le statut coutumier. Cela veut dire que la coutume n'est conçue que comme un droit individuel. Un droit individuel d'un certain nombre de personnes de Nouvelle-Calédonie. Et non pas comme une entité collective. Le mot clan n'apparaît nulle part. Autant le mot conseil coutumier apparaît, autant le mot sénat coutumier apparaît, autant le mot clan n'apparaît pas. Et donc, la définition de la coutume, c'est les personnes, c'est le statut personnel, de droit civil. Et donc là, vous voyez l'importance de l'interprétation de ce qu'est la coutume. La coutume, c'est des rapports de droit civil. Des rapports de famille, des rapports de droit privé, mais même pas de droit privé, on parle de droit civil. Hein. Le droit civil, c'est plus étroit que le droit privé. Et là, je dis ça sous la surveillance donc, de Sarah Mapou, qui à l'heure actuelle est étudiante en droit privé. Le droit privé est plus large que le droit civil. Il englobe le droit commercial, etc. Bon, des choses, le droit international privé, par exemple, etc., etc. Et donc là, on voit bien la volonté de réduire la coutume au statut civil coutumier des personnes et à la propriété coutumière, c'est-à-dire à l'ensemble de ce qu'on a considéré comme étant la propriété collective des clans et des chefferies, etc., etc. Alors voilà où nous en sommes. Avec ça, comment est-ce qu'on peut ouvrir un dialogue équilibré entre le droit républicain qui a le droit pénal, le droit administratif, le droit international, etc., etc., et d'autre part, un droit coutumier, entre guillemets, ou qui n'est pas un droit de la coutume, etc., et qui en plus est sous la surveillance des tribunaux coutumiers qui sont présidés par magistrats français, hein, et qui vont dire, en définitive, si les chefferies ne se sont pas plantées, si les conseils coutumiers ont fait des arbitrages qui étaient, etc., etc. Avec le problème, c'est que les conseils coutumiers, est-ce qu'ils peuvent dire la coutume? Est-ce que les conseils coutumiers peuvent-ils dire la coutume? Est-ce qu'ils peuvent arbitrer des litiges coutumiers? Est-ce que ce ne sont pas uniquement les autorités coutumières? Tout ça n'est absolument pas réglé à ce niveau. Alors le problème, c'est que quand la loi se tait en France, ce sont les rapports de force après qui font les règles. Et les rapports de force, c'est que les conseils coutumiers, étant un peu inorganisés, c'est la bureaucratie de la Nouvelle-Calédonie qui fait la politique des conseils coutumiers. Faute de moyens, faute de formation et tout. Mais déjà, on bascule dans un système dans lequel il faut de l'expertise, il faut du savoir, il faut pouvoir se défendre, il faut des moyens financiers, etc. Et on voit bien qu'on est loin, en définitive, de cette situation. Donc, c'est tout un combat, en fait. Mais encore une fois, si les Kanaks le veulent bien. Et on sent bien que ce que j'appelle l'establishment politique kanak, c'est pas sa préoccupation première. Il dit oui, faire le combat pour l'indépendance, pour la modernisation,
pour le développement d'une province qui ait des capacités économiques suffisantes pour être quasiment autonome, peut-être pour la partition. Qui sait? On voit bien que la préoccupation des élus politiques, bon, c'est par exemple à l'IFU, les élus disent « Ah, il nous faut un code de l'environnement ». Moi j'ai discuté du code de l'environnement, je ne sais pas à quoi il sert à l'IFU, alors qu'on a une société qui est très organisée autour de la coutume. Ah, mais évidemment, ça fait plaisir aux experts, ça fait plaisir à des gens qui sont très bien d'ailleurs, hein, je ne mets pas en cause les personnes, mais on voit bien tout un système qui se met en place dans lequel plus la coutume sera rétrécie, et moins elle nous empêchera de faire les choses, quoi, etc. Alors on voit bien que se dessine par rapport à ces deux droits, hein, là je suis allé pas loin du tout, hein, il y a plein de détails sur lesquels on peut aller. La question est de savoir comment on arrive à donner les moyens à la coutume, tout d'abord de n'être pas contourné, pour dire « Ah, mais quand la coutume se tait, ben, ma foi, nous on va vous chercher des juristes et des avocats, et ils vont faire pour vous. » Or, l'article 18 de la loi organique le dit clairement, la coutume est dite par les autorités coutumières. Ça c'est clair et net. Hein, bon. Et c'est la seule résistance qu'il y a à l'heure actuelle. C'est le seul taquet là, qui fait qu'on n'arrive pas à balayer le système coutumier. Mais il y a des stratégies après qui sont un petit peu compliquées. Tout d'abord, ce qui me paraît important, c'est le rôle unificateur que joue le Sénat. Et ça, c'est un rôle qui peut être discuté. Par exemple, Ghislain dit, est-ce que le Sénat peut vraiment unifier le droit de la coutume? Est-ce que c'est le rôle du Sénat de faire ça, hein, bon. Mais le problème, c'est que le Sénat est poussé par le gouvernement et par le Congrès, à qui la loi organique dit ils sont compétents dans un certain nombre de domaines, hein, ce sont les domaines donc, de l'acte coutumier. Mais alors qu'est-ce que c'est l'acte coutumier? Moi, en tant que juriste, l'acte coutumier, c'est toutes les décisions des autorités coutumières. Ah, me dit, mais non, l'acte coutumier, c'est un petit peu comme l'acte qu'on passe devant le notaire, c'est le morceau de papier authentique. Vous voyez, déjà, il y a plein d'équivoques. J'ai dit, mais non, ce qu'il faut, c'est la reconnaissance du statut des décisions des autorités coutumières et ce que l'on appelle en droit leur opposabilité. C'est-à-dire le fait que tout le monde les respecte, qu'un acte ou non. Hein, l'opposabilité d'un acte, voilà. Et alors après on dit, oui mais c'est des actes de quoi? Alors, d'une façon perfide à mon avis, scélérate, j'ai dit, je l'ai écrit d'ailleurs. Il y a une loi de pays qui dit les actes des autorités coutumières sont des actes conventionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont de l'ordre du droit privé. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des actes d'autorité. Et que ce sont des sortes de contrats. Alors, c'est pas vrai. Il y a des décisions d'autorité coutumière qui sont des décisions qui sont comme des règlements de police, par exemple. Il est interdit de cultiver à telle époque. C'est pas un contrat, ça. Donc, ou alors, par exemple, sur l'île des Pins, je prends tout le temps cet exemple, mais il y en a bien d'autres, parce que voilà, et parce qu'en plus de ça, comment il s'appelle, Raphaël m'a dit, ne prends pas cet exemple, il n'est pas bon, etc. Mais c'est un exemple qui est très clair. Quand les gens vont sur l'île des Pins, il y a des pancartes qui disent « Les tenues correctes sont exigées sur la plage ». Quelle est sa valeur juridique? Hein? Hein? C'est le grand chef là. C'est le grand chef qui l'a dit. Mais il l'a dit tout seul, il n'a pas dit, bon, voilà, etc. Bon, peut-être qu'il est pudibond, qu'il n'aime pas voir le corps des dames et tout, etc. Bon, en tout cas, cet acte, si moi je l'analyse comme un juriste, je dis, c'est un règlement de police administrative comme un stationnement interdit. Il a la même nature juridique. Donc, nous dire que cet acte est un acte contractuel, ça n'a aucun sens. Donc, mais vous voyez déjà que quand même, il y a la volonté d'enfermer la décision coutumière comme étant une décision des affaires de famille, quoi. Voilà, et puis voilà. Et non, pas du tout. Quand on va sur l'île de l'IFU, toute la société est réglée
par l'avis des chefferies, par les décisions, etc. Bon. Et les gens obéissent donc à un ordre juridique. Donc vous voyez comment, dans quelle situation. Alors la difficulté et le dilemme qui est chez nous, les juristes, est-ce que nous devons le formaliser tout ça? Est-ce qu'on doit le mettre sur le papier? Est-ce que, de manière à protéger en définitive les pratiques sociales qui auraient tendance à disparaître avec les nouveaux modes de vie, avec l'informatique, la télévision, l'école, où il y a une acculturation qui se produit, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je n'ai pas la réponse. Parce qu'au sein même du Sénat, il y a une discussion où on dit, mais est-ce qu'on doit écrire au moins le cadre dans lequel s'exerce ça? Ou est-ce qu'au contraire, non, c'est dénaturer la coutume que de... Alors, dénaturer la coutume par l'écriture, ça, moi, je n'y crois pas. Par contre, il y a quelque chose qui est plus embêtant. Aujourd'hui, il y a un projet de loi du pays sur la dévolution successorale. C'est-à-dire, comment faire quand une personne kanak est décédée pour redistribuer le patrimoine. Hein, bon. Alors, on le sait qu'il n'y a pas de propriété privée sur des terrains coutumières, mais il y a de nouvelles pratiques maintenant. On a tendance à transmettre les biens à l'un, à l'autre, etc., etc. Est-ce que pour autant c'est un droit individuel? En droit kanak, on ne voit pas de droit individuel émerger, mais pourquoi pas? C'est au kanak de le dire. Alors cette loi, elle fixe les principes de dévolution. Mais cette loi, ce n'est pas une loi kanak. C'est la loi de la Nouvelle-Calédonie. Donc la Nouvelle-Calédonie dit, dans une certaine mesure, la coutume. Et ce matin, nous avions une discussion avec Annelise. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que le Sénat dise, voilà les principes de la dévolution successorale, aux chefferies après de l'appliquer, si elles le veulent, puisque le Sénat n'a pas une capacité légitime